Pourquoi tout ce que tu désires te fuit? C'est une question que tu refuses de te poser. Pas vraiment, pas honnêtement. Tu cours après l'amour, et l'amour s'évapore. Tu cherches le respect, et on te piétine. Tu mendies l'attention, et le silence te répond. Pourquoi? Ce n'est pas la malchance, ce n'est pas l'injustice du monde, c'est une loi implacable. Tout ce que tu poursuis avec désespoir te fuira avec la même intensité. Imagine une forêt, tu marches en silence, et soudain, un oiseau rare. Il est là, à quelques mètres, magnifique, fragile. Tu veux l'approcher, tu fais un pas. Il s'envole, tu réessaies. Plus lentement cette fois, plus subtilement. Mais l'oiseau sent ta tension, il sent ton besoin, et il disparaît. Plus tu essaies de l'attraper, plus vite il s'échappe. C'est la loi. Maintenant, imagine autre chose. Tu t'assieds sur un rocher, tu oublies l'oiseau. Tu observes le paysage, sans attente. Les minutes passent, et quand tu ne l'attends plus, l'oiseau revient, il se pose près de toi, et il reste. Pourquoi? Parce que tu n'essayais plus de le capturer. Tu étais simplement présent, sans tension, sans désespoir, sans ce besoin qui empoisonne tout. C'est exactement ce qui se passe avec les gens que tu poursuis. Il y a une femme, appelons-la Camille. Camille était de celles qui donnent tout, trop, toujours trop. Quand quelqu'un lui plaisait, elle se consumait pour que ça fonctionne. Toujours la première à écrire, toujours celle qui attendait, des heures, une réponse. Toujours celle qui s'adaptait, qui pardonnait, qui justifiait. Elle envoyait un message, et son cœur s'arrêtait jusqu'à la réponse. Parfois, la réponse venait. Souvent, elle ne venait pas. Et dans ce silence, Camille se décomposait. Peut-être qu'il est occupé. Peut-être que j'ai dit quelque chose de mal. Peut-être que je ne suis pas assez intéressante. Elle vérifiait son téléphone. Encore, et encore, et encore. Chaque minute sans réponse était une confirmation de ce qu'elle craignait le plus. Je ne suis pas suffisante. Mais Camille ne s'arrêtait pas là. Elle redoublait d'efforts. Elle devenait plus disponible, plus arrangeante, plus désespérée. Elle pensait que si elle donnait assez, on finirait par la choisir. Mais plus elle s'accrochait, plus vite ils partaient. Tous, sans exception. Un soir, après un énième silence, Camille s'est effondrée. Pas de larmes cette fois, juste un vide. Elle s'est regardée dans le miroir et elle s'est posé une question qu'elle avait évitée toute sa vie. Pourquoi est-ce que je dois toujours prouver ma valeur au lieu de simplement l'être? Cette question l'a détruite parce qu'elle contenait une vérité que Camille refusait de voir. Elle ne cherchait pas l'amour, elle cherchait une preuve qu'elle méritait d'exister, une preuve qu'elle n'était pas ce qu'elle croyait être au fond. Et c'est ici que Jung intervient. Ce que Camille fuyait, ce n'était pas la solitude, c'était son ombre. Jung appelait ombre cette partie de nous que nous refusons de voir, nos peurs les plus profondes, nos blessures non cicatrisées, cette voix intérieure qui murmure « Tu n'es pas assez ». L'ombre ne disparaît pas quand tu l'ignores. Elle se déguise, elle se transforme en besoin, en dépendance, en cette course effrénée vers quelqu'un qui pourrait enfin te prouver que tu as de la valeur. Mais voici la vérité brutale. Quand tu poursuis quelqu'un avec ce désespoir, ce n'est pas de l'amour, c'est ton ombre qui hurle. Choisis-moi, valide-moi, prouve-moi que je ne suis pas ce vide que je ressens. Les gens ne fuient pas ta personne,
Il fuit cette énergie, cette faim, ce vide qui demande à être rempli. Tu peux sourire, tu peux jouer un rôle, tu peux porter le plus beau des masques. Jung appelait ça la persona, ce visage que tu montres au monde. Mais derrière la persona, l'ombre attend, et l'ombre, elle, ne ment jamais. Les gens sentent ton énergie avant même d'entendre tes mots. Ils savent, inconsciemment, si tu offres ou si tu mendes. Et personne, jamais, n'est attiré par la mendicité. Camille croyait aimer, mais ce qu'elle appelait « amour » n'était que la peur de son ombre, déguisée, peur d'être seule, peur d'être rejetée, peur de découvrir que sans quelqu'un d'autre, elle n'était rien. Et cette peur empoisonnait chaque relation. Elle transformait chaque connexion en une transaction désespérée. Je te donne tout, en échange, reste. Mais l'amour ne fonctionne pas ainsi. L'amour ne se négocie pas. L'amour ne se supplie pas. L'amour, le vrai, ne peut exister qu'entre deux personnes qui n'ont pas besoin l'une de l'autre pour se sentir complètes. Camille avait passé sa vie à chercher à l'extérieur ce qu'elle ne pouvait trouver qu'à l'intérieur. Et chaque rejet, chaque silence, chaque abandon n'était qu'un miroir de sa propre relation, brisée avec elle-même. Jung l'avait dit,
Ce que tu ne ramènes pas à la conscience te reviendra sous forme de destin. Camille répétait le même schéma, encore et encore, non pas parce qu'elle choisissait mal, mais parce que son ombre, non intégrée, attirait exactement ce qu'elle fuyait: le rejet, l'abandon, la confirmation de sa plus grande peur. C'est le paradoxe cruel de la poursuite. Plus tu cours après quelque chose pour combler un vide, plus ce vide se creuse, plus tu mendies l'amour, plus tu prouves à toi-même et aux autres que tu ne crois pas le mériter. Camille était prisonnière, pas des autres, d'elle-même, de cette partie d'elle qu'elle refusait de regarder en face. Et toi, combien de fois as-tu couru après quelqu'un qui ne voulait pas rester? Combien de messages as-tu envoyés? Dans le vide, combien de fois as-tu donné, tout donné, en espérant que ça suffise? Sois honnête, cette douleur que tu ressens, ce n'est pas l'absence de l'autre, c'est ton ombre. Qui réclame ton attention? Qui exige d'être vu? Qui refuse d'être ignoré plus longtemps? Alors la question se pose: si courir ne fonctionne pas, si mendier ne fonctionne pas, si donner tout ne fonctionne pas, que reste-t-il? La réponse existe, mais elle exige quelque chose que très peu sont prêts à donner. La réponse, beaucoup croient déjà la connaître. Il faut jouer le jeu, il faut se faire désirer, il faut répondre tard, paraître occupé, indifférent. Tu as entendu ces conseils, peut-être les as-tu suivis? Attendre des heures avant de répondre, feindre l'indifférence, jouer celui qui n'a besoin de personne, et parfois, ça fonctionne, pendant un moment. La personne revient, elle s'intéresse, elle te poursuit. Mais ensuite, tout s'effondre, parce que ce n'était qu'un jeu, une stratégie, un masque de plus. Jung appelait ça la persona, le visage que tu montres au monde, le rôle que tu joues pour être accepté. Certains portent la persona du gentil, d'autres portent la persona du fort. Et maintenant, tu veux porter la persona de l'inaccessible. Mais c'est toujours un masque. Et voici le danger. Quand tu joues à être détaché, sans l'être vraiment, tu ne fais que remplacer un masque par un autre. Le masque du désespéré devient le masque de l'indifférent. Mais dessous, rien n'a changé. La peur est toujours là, le vide est toujours là. L'ombre attend toujours. Jung avait prévenu. Celui qui porte un masque trop longtemps finit par oublier le visage qu'il cache dessous. C'est le piège. Tu joues si bien le rôle de celui qui n'a besoin de rien que tu finis par te perdre. Tu ne sais plus qui tu es vraiment. Tu ne sais plus ce que tu ressens vraiment. Tu deviens ton propre mensonge. Et les gens, ils sentent ça aussi. Ils sentent quand l'indifférence est réelle et quand elle n'est qu'un bouclier. La fausse indifférence a une odeur de peur, et la peur, toujours, repousse. Alors non, la réponse n'est pas de jouer l'inaccessible, la réponse est de le devenir vraiment. Mais comment? Il y a une femme, appelons-la Mathilde. Mathilde aimait avec une intensité qui brûlait tout sur son passage. Quand elle était en couple, elle se donnait entièrement. Mais ce don n'était pas un cadeau, c'était une chaîne. Elle voulait tout savoir. Où il était, avec qui, pourquoi il n'avait pas répondu. Elle analysait chaque mot, chaque silence, chaque changement de ton. Son partenaire respirait à peine. Et plus il s'éloignait, plus Mathilde serrait. « Tu m'aimes encore? Pourquoi tu es distant? J'ai fait quelque chose de mal ?» Ces questions, chaque jour. La plupart des gens vivent prisonniers d'une illusion. Ils croient que s'ils s'accrochent assez fort, ils peuvent empêcher quelqu'un de partir.
Ils croient que s'ils contrôlent assez, la vie leur donnera ce qu'ils veulent. C'est faux. L'attachement est la racine de la souffrance. Regarde autour de toi. Les gens les plus malheureux sont ceux qui vivent dans la peur constante, peur de perdre, peur d'être abandonnés, peur que les choses changent, peur que la vie ne leur donne pas ce qu'ils attendent. La peur, c'est la prison de l'attachement. Mais quand tu arrêtes d'avoir besoin, quand tu te libères de l'anxiété de retenir, quand tu acceptes que rien n'est permanent, quelque chose se transforme. Tu ne deviens pas insensible, tu deviens libre. Mathilde a compris quelque chose ce jour-là. L'amour qu'elle cherchait n'existait pas à l'extérieur. Il n'était pas dans les bras de quelqu'un d'autre. Il n'était pas dans les mots rassurants. Il n'était pas dans la présence constante. Il était en elle. Il avait toujours été en elle. Elle avait simplement oublié. Et le jour où elle s'en est souvenue, elle a cessé de mendier. Non pas parce qu'elle jouait un rôle, mais parce qu'on ne mendie pas. Ce qu'on possède déjà, c'est la différence entre le masque et la vérité, entre la tactique et la transformation, entre la persona et le soi. Celui qui joue l'inaccessible reste un mendiant déguisé. Celui qui devient inaccessible n'a plus rien à mendier. Jung l'avait formulé ainsi: le privilège d'une vie est de devenir qui tu es vraiment. Mathilde avait passé des années à essayer de devenir ce que les autres voulaient. Maintenant, elle devenait elle-même, et cette version d'elle n'avait besoin de personne pour se sentir entière. Mais comment arrive-t-on là? Comment passe-t-on de l'attachement au détachement véritable? Comment transforme-t-on cette peur viscérale en une liberté réelle? La réponse existe, et elle commence par un acte que la plupart refusent de faire. Mais avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que tu dois comprendre, quelque chose que presque personne ne te dira. Mathilde croyait aimer cet homme, elle croyait le connaître, elle croyait que c'était lui, spécifiquement lui, qui pouvait la rendre heureuse. Mais voici la vérité brutale, elle ne le connaissait pas vraiment. Ce qu'elle aimait, ce n'était pas lui, c'était une image, une projection, un fantôme qu'elle avait créé et plaqué sur son visage. Jung appelait ça anima et animus. Chez l'homme, l'anima, l'image intérieure de la femme idéale, la part féminine enfouie dans son inconscient. Chez la femme, l'animus, l'image intérieure de l'homme idéal, la part masculine cachée dans les profondeurs. Ces images ne sont pas des personnes réelles, ce sont des archétypes, des constructions psychiques, des fragments de ton âme que tu n'as jamais intégrés. Et quand tu rencontres quelqu'un qui ressemble, même vaguement, à cette image, tu projettes. Tu ne vois pas la personne devant toi. Tu vois ton animus, tu vois ton anima, tu vois ce que tu veux voir. Mathilde regardait cet homme, et elle voyait un sauveur. Elle voyait celui qui allait la compléter, celui qui allait remplir ce vide, celui qui allait lui donner ce qu'elle n'arrivait pas à se donner elle-même. Mais cet homme, le vrai, n'avait rien à voir avec cette image. Il était humain, imparfait, limité. Il ne pouvait pas être son sauveur, parce que personne, jamais, ne peut sauver quelqu'un d'autre. C'est ça, la projection. Tu tombes amoureux d'une illusion, et tu demandes à une personne réelle de porter le poids de cette illusion. C'est impossible, et c'est injuste. Réfléchis un instant. Cette personne que tu as tant aimée, cette personne que tu as poursuivie, cet acte,
c'est de regarder ton ombre en face, pas de la fuir, pas de la masquer, pas de la projeter sur les autres. La regarder, vraiment, c'est l'acte le plus difficile qu'un être humain puisse accomplir, parce que ton ombre contient tout ce que tu détestes, tout ce que tu caches, tout ce que tu refuses d'être. Mais Jung l'avait compris. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. L'obscurité, ton obscurité, c'est là que se trouve la clé. Quand tu cesses de fuir ton ombre, quand tu l'acceptes comme partie de toi, quand tu l'intègres au lieu de la combattre, quelque chose se transforme, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Et c'est cette transformation intérieure qui change tout le reste. Imagine une radio. Pendant des années, tu as été réglé sur la même fréquence. La fréquence du manque, la fréquence de la peur, la fréquence du « je ne suis pas suffisant ». Et sur cette fréquence, tu recevais toujours le même signal. Rejet, abandon, déception. Tu changeais de station parfois. Tu essayais autre chose, mais tu revenais toujours à la même fréquence, parce que c'était la seule que tu connaissais. Maintenant, imagine que tu tournes le bouton, vraiment, profondément. Tu quittes cette fréquence de manque et tu en trouves une autre, la fréquence de la plénitude, la fréquence de celui qui n'a plus besoin, la fréquence du soi, intégré. Le signal change. Ce que tu reçois change. Les mêmes ondes traversent l'air, mais tu ne captes plus les mêmes messages. C'est ça, la transformation. Jung appelait ce processus individuation, devenir qui tu es vraiment. Pas le masque, pas la persona, pas ce que les autres attendent de toi. Toi, entier, avec ton ombre intégrée. Et quand ce processus commence, des choses étranges se produisent, des coïncidences, des synchronicités, des alignements qui semblent impossibles. Jung ne croyait pas au hasard. Il croyait que l'inconscient collectif, cette mer profonde qui nous relie tous, répond à notre transformation intérieure. Quand tu changes de fréquence, le monde extérieur s'ajuste, pas par magie, pas par pensée positive, par résonance. Les gens qui t'ignoraient commencent à te remarquer, non pas parce que tu as changé de stratégie, mais parce que ton énergie est différente. Ils sentent quelque chose qu'ils ne peuvent pas nommer, une présence, une solidité, une absence totale de besoin. Et cette absence de besoin est magnétique. Voici ce qui arrive quand tu deviens vraiment inaccessible. Les gens qui t'ont quitté reviennent. Ceux qui t'ignoraient te cherchent. Ceux qui te prenaient pour acquis réalisent soudainement ta valeur. Mais le plus étrange, c'est que ça ne te fait plus rien. Pas par vengeance, pas par froideur, simplement parce que tu n'as plus besoin de leur validation. Ce retour que tu désirais tant perd son pouvoir sur toi. Tu regardes ces personnes revenir et tu ressens rien, ni satisfaction, ni rancœur, juste paix. C'est le signe que la transformation est réelle. Tant que tu désires leur retour, tu n'es pas encore libre, mais quand leur retour te laisse indifférent, tu as atteint l'autre rive. Les gens autour de toi commencent à changer, pas eux, physiquement, mais ta perception d'eux, ceux qui te drainaient, s'éloignent naturellement. Ceux qui résonnent avec ta nouvelle fréquence apparaissent. Tu ne forces plus rien. Les connexions viennent ou ne viennent pas. Et dans les deux cas, tu restes entier. C'est ça, la synchronicité. Jung la définissait comme une coïncidence significative, un événement extérieur qui répond à un état intérieur, sans cause apparente, sans explication logique, juste
une résonance. Quand tu es aligné avec ton soi, ces synchronicités se multiplient. Tu penses à quelqu'un et cette personne t'appelle. Tu cherches une réponse et elle apparaît dans un livre, une conversation, un rêve. Tu as besoin d'une opportunité et elle se présente sans que tu la cherches. Ce n'est pas de la magie, c'est l'inconscient collectif qui répond à ta nouvelle fréquence. Mais attention, la synchronicité ne fonctionne pas pour ceux qui mendient, elle fonctionne pour ceux qui sont déjà complets. C'est le paradoxe. Tu dois cesser de chercher pour que ce que tu cherches te trouve. Camille, Mathilde, 2 femmes, 2 chemins différents, la même destination. Elles ont cessé de fuir leur ombre, elles ont cessé de porter des masques, elles ont cessé de mendier l'amour. Et en faisant ça, elles sont devenues inaccessibles. Non pas froides, non pas arrogantes, simplement entières. Et le monde a répondu, pas immédiatement, pas facilement, mais inévitablement. C'est la promesse de l'individuation. Quand tu deviens qui tu es vraiment, la vie cesse de te résister. Maintenant, toi, où en es-tu? Es-tu encore sur cette fréquence de manque? Es-tu encore en train de courir? Es-tu encore en train de mendier l'amour de gens qui ne savent même pas s'aimer eux-mêmes? Ou es-tu prêt à regarder ton ombre, prêt à retirer tes masques, prêt à cesser de chercher à l'extérieur ce qui n'existe qu'à l'intérieur? La question n'est plus comment devenir inaccessible. Cette question, tu connais maintenant la réponse. La vraie question, celle qui déterminera tout le reste de ta vie, c'est celle-ci. As-tu le courage de regarder ton ombre en face? As-tu la volonté d'arrêter de fuir? As-tu la force de devenir enfin qui tu es vraiment? La réponse ne peut venir que de toi. Personne ne peut faire ce travail à ta place. Personne ne peut intégrer ton ombre pour toi. Personne ne peut te transformer. C'est ton chemin, et uniquement le tien. Mais sache ceci, de l'autre côté de cette peur, il y a une liberté que tu n'as jamais connue. De l'autre côté de cette ombre, il y a une lumière qui t'appartient. De l'autre côté de ce travail, il y a une version de toi qui n'a plus besoin de courir. Jung l'avait dit, celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille. Il est temps de t'éveiller. Le chemin est devant toi. L'ombre attend. La seule question qui reste, vas-tu y entrer? Individuation.